Bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être ici pour ce cycle Les deux font la paire, car derrière cet intitulé ludique se cache un problème essentiel de l'architecture du XIXe siècle, la question de la copie, du pastiche. En effet, on a longtemps critiqué, déprécié l'architecture du XIXe siècle parce que c'était une architecture qui manquait d'invention, qui ne faisait que copier les choses du passé. Et c'est finalement ce que l'on peut penser quand on voit les deux objets que j'ai mis en comparaison. D'une part, Sainte-Clotilde de Reims, construite par l'architecte rémois Alphonse Gosset à la fin du XIXe siècle, et puis cette photo de Sainte-Sophie de Constantinople qui provient directement de la collection d'Alphonse Gosset. Mais en fait, les choses sont un petit peu plus compliquées. Depuis une bonne trentaine d'années, les historiens de l'architecture ont fait une petite révolution copernicienne à ce sujet. Ils ont montré que finalement, c'est justement ce rapport au passé qui faisait que les architectes du XIXe siècle étaient modernes. En effet, les choses à ce niveau changent complètement au XIXe siècle, avec le développement de l'histoire qui devient une science en tant que telle, avec le développement de l'archéologie qui prend des proportions extrêmement importantes. Finalement, les références qu'ont à leur disposition les architectes du XIXe siècle deviennent multiples et la multiplicité de ces références, finalement, les libère du modèle. Parce que, finalement, la copie, c'est un moteur essentiel de la création artistique depuis la nuit des temps. Mais justement, le principe de la copie se transforme complètement du fait de la multiplicité des références qui sont à disposition des architectes à cette époque-là. Et cette multiplicité de références, les architectes en usent avec souvent beaucoup d'inventions, allant justement contre les proportions établies, avec des fois un petit peu d'étrangeté, le plus souvent avec de l'habileté, et bien souvent ils arrivent aussi à une forme de synthèse de toutes ces références qui confère une forme de simplicité très annonciatrice d'une certaine modernité plus proche de celle que qui est celle du XXe siècle. Et c'est ce que je voudrais vous montrer avec Sainte-Clotilde de Reims. Alors, évidemment, en faisant le choix de Sainte-Clotilde de Reims, il y a le plaisir de vous montrer un petit chef-d'œuvre méconnu de province. C'est toujours agréable pour un historien, voilà, de mettre au jour quelque chose de très peu connu. Et là, ce qui est intéressant, c'est évidemment de montrer ce chef-d'œuvre qui souffre de l'ombre de la capitale et en particulier de l'ombre du Sacré-Cœur, parce que, en effet, Sainte-Clotilde, vous avez pu le voir, se trouve vraiment dans la lignée de ces églises néo-byzantines, de cette mode byzantine qui va marquer toute la seconde moitié du XIXe siècle et dont le Sacré-Cœur est en quelque sorte l'apogée. Mais cette mode, elle commence bien avant et elle continue jusque dans la première moitié du XXe siècle. Alors, quelles sont les motivations qui sont à l'origine de cet intérêt pour l'architecture byzantine ? Alors, tout à l'heure, je vous parlais du développement des sciences historiques. Et bien justement, c'est à partir des années 1830 que des architectes archéologues, et en particulier Albert Lenoir, le fils d'Alexandre Lenoir, le fondateur du Musée des Monuments français, c'est sans doute un nom qui vous dit quelque chose. Donc, dans les années 1830, Albert Lenoir va partir à Constantinople et est un des premiers à travailler sur les églises byzantines. Et puis, il y a un autre phénomène qui provient également de l'archéologie. C'est l'écrit qui fait grand bruit à l'époque de Félix de Verneuil, qui est consacré aux églises romanes à coupole de l'ouest de la France. Et Félix de Verneuil démontre dans cet ouvrage que les églises romanes françaises sont en fait directement influencées par Sainte-Sophie de Constantinople, par le biais de Saint-Marc. Et on sait que cette théorie a été à l'origine des parties de restauration de Paul Abadie lorsqu'il
restaure les coupoles de Saint-Front-de-Périgueux qui avaient été masquées au XVIIIe siècle, et ce travail de restauration va directement l'influencer pour la construction du Sacré-Cœur. Mais ce qui est intéressant dans cette mode néo-byzantine, c'est qu'au-delà de la référence aux Byzantins, il y a quelque chose d'universel. Il y a, en fait, ce succès ne peut pas s'expliquer uniquement par une référence historique. Ce succès, il s'explique parce que le byzantin, l'architecture byzantine, fondée sur un motif architectural très simple, celui de la coupole, permet de développer un motif universel. Et c'est ce que je voudrais vous montrer à partir de l'exemple de Sainte-Clotilde. Et cet exemple, à cet égard, est particulièrement riche, non seulement parce que le musée d'Orsay conserve une belle série de dessins relatifs à Sainte-Clotilde de Gosset, mais aussi parce que cet architecte a énormément écrit, donc nous avons beaucoup d'articles et d'ouvrages qui documentent sa pensée, et puis parce que le musée d'Orsay a aussi la chance de conserver toute sa documentation, à la fois des photographies, mais aussi des dessins, des relevés qui documentent là aussi toute sa pensée. Alors peut-être un petit retour sur cet architecte que vous ne connaissez sans doute pas. C'est un architecte rémois, fils lui-même d'un architecte rémois, bien implanté auprès de la bourgeoisie rémoise, déjà enrichi à l'époque par le commerce du Champagne. Et Alphonse obtient très jeune, à l'âge de 31 ans, une célébrité en remportant le concours pour le théâtre de Reims en 1866. Il construit énormément à Reims et dans la région, et c'est aussi un archéologue et théoricien réputé. Gosset est un architecte provincial, mais il faut penser qu'il a bien une renommée nationale. La plupart de ses réalisations sont publiées dans les grandes revues d'architecture de l'époque, et ses écrits sur l'archéologie ont à chaque fois un écho auprès de ses collègues à travers toute la France. Du reste, en fait, Gosset participe à des concours nationaux ou internationaux, comme celui lancé pour Saint-Jean le Divin à New York en 1888. En ce qui concerne l'archéologie, c'est vrai que certains de ses intérêts sont très locaux. Notamment, il travaille beaucoup sur les deux icônes du Moyen-Âge rémois, Saint-Rémy à Reims et la cathédrale de Reims. Mais on sait aussi que son investigation dans le domaine de l'archéologie a largement dépassé la Champagne. On sait qu'il a fait plusieurs voyages. Un, juste à la fin de sa formation à l'École des Beaux-Arts, c'est le voyage traditionnel que font les architectes quand ils en ont la possibilité financière et matérielle, donc un voyage de formation qu'il a fait en Italie et qu'il a peut-être déjà conduit en Orient, à Constantinople, et puis un voyage plus important en 1887-1888 qui est attesté par une rupture brutale dans les livres de comptes de son agence qui se trouvent conservés aux archives départementales de la Marne. Et les écrits de l'époque nous disent qu'en 1887-88, il est allé jusqu'à Constantinople. Alors, qu'est-ce que Alphonse Gosset est parti chercher en Orient? En fait, il faut penser que Gosset est, comme la plupart des architectes du XIXe siècle, fasciné par un problème typique de la révolution industrielle, marquée par l'innovation technologique et l'augmentation démographique, le problème qui consiste à couvrir le plus vaste édifice possible avec le moins d'appui possible. Et c'est déjà une question qu'il avait abordée en construisant le théâtre de Reims, qu'il développera du reste dans un traité sur les théâtres qu'il publiera en 1988 et qui l'occupe encore au début du XXe siècle avec ce projet de théâtre populaire. Mais
cet intérêt pour la question de la couverture du plus grand espace possible se matérialise surtout dans son ouvrage qu'il publie en 1889 et qui est dédié aux coupoles d'Orient et d'Occident. Alors, cet ouvrage est vraiment intéressant à plusieurs titres. Tout d'abord parce que dans la première partie, qui est une partie complètement historique sur les coupoles, et dans la deuxième partie qui est consacrée à des monographies, aux monographies de grands édifices à coupoles, eh bien, Gosset publie des matériaux complètement inédits relatifs aux mosquées, et principalement aux mosquées de l'époque moderne, dont je vous montre une des plus célèbres, qu'il est en fait le premier à étudier. Et la collection de photographies que nous avons au musée d'Orsay, photographies qui proviennent de grands architectes implantés à Constantinople, comme Pascal Sébat, de grands architectes voyageurs, comme Robertson, qui a travaillé à travers tout le monde, montre bien que Gosset s'est particulièrement documenté sur ces mosquées, qu'il est le premier à étudier, relever et regarder de près. Le deuxième point, donc là je vous montre un relevé qui est conservé dans nos archives, mais relatif à une église byzantine. Le deuxième point, c'est le caractère universel de l'enquête de Gosset. En effet, bien sûr, il développe énormément la question de l'Orient, mais Gosset passe en revue également les coupoles italiennes, les coupoles françaises, les coupoles russes, les anglaises, de façon bien sûr à montrer quelque chose dont il est convaincu, c'est que la coupole est un motif universel. Et dans sa troisième partie, il devient plus théorique, plus directif, et il a l'ambition de démontrer aux architectes de son époque, finalement, que la coupole est la meilleure méthode de construction pour l'architecture contemporaine. Pourquoi ? Il avance principalement deux types d'arguments. Un argument historique. En fait, Gosset est persuadé que l'architecture gothique ogivale, qu'a tant vanté Viollet-le-Duc, le système donc de l'église à nef voûtée est un système périmé, qu'en fait les architectes ont exploré toutes les possibilités que cette façon de construire pouvait offrir, et que donc il n'y a plus rien à en tirer. En revanche, il estime que la coupole est quelque chose sur lequel les architectes n'ont pas assez travaillé. Pourquoi ? Parce qu'il observe qu'en fait la coupole a été reprise en Occident par les architectes de la Renaissance italienne et puis en France principalement, de façon déconnectée du modèle initial qui est selon lui d'origine orientale, c'est bien sûr Sainte-Sophie de Constantinople. Et que du coup, les architectes n'ont pas fait le tour de ce modèle et qu'il y a encore énormément de choses à explorer, découvrir. En quelque sorte, ce qu'il demande aux architectes du XIXe siècle, c'est de faire, à travers la coupole, une espèce de synthèse entre l'Orient et l'Occident. Le deuxième type d'arguments qu'il développe sont d'ordre pratique. Tout d'abord, il montre que la coupole est un système de construction très économique, très facile à mettre en œuvre, et enfin que ce système de construction possède des grandes qualités esthétiques, la principale étant, selon lui, je reprends son terme, d'exprimer le mouvement ascensionnel symbolique. En fait, pour lui, la coupole a une dimension spirituelle extrêmement importante qui répond aux attentes de la société de son époque, qui est, aux yeux de Gosset, une société principalement chrétienne, catholique. Gosset est quelqu'un, et ça, tous les écrits concordent là-dessus, quelqu'un de très croyant. Donc, ça explique pourquoi Gosset termine son ouvrage par des coupoles contemporaines, comme celle de la salle de lecture de la Bibliothèque nationale, ou même par des exemples ultra-contemporains, comme celle du bâtiment du Palais des Beaux-Arts pour l'exposition universelle de 89, qui ouvre au moment même où Gosset publie son ouvrage. Alors, vous l'avez bien compris,
tout cet ouvrage laisse penser que Gosset rêve, depuis au moins le début des années 80, de construire une église à coupole. Du reste, il présente à plusieurs reprises des projets au salon d'église à coupole. Je vous montre celui qui est conservé dans nos collections. On sait aussi, je vous remonte le concours pour Saint-Jean le Divin à New York, que c'est la coupole qu'il va développer pour certains de ses projets non réalisés. Mais c'est à Reims qu'il va enfin avoir l'occasion de concrétiser cette idée. C'est le cardinal Langenieux qui va lui faire cette commande. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ces relations personnelles, il y a aussi une relation esthétique, puisque dans ses écrits sur Sainte-Clotilde, Gosset ajoute à tous les nombreux édifices qu'il a pu étudier dans son ouvrage sur les coupoles une autre référence, la référence à Saint-Augustin, dont il admire à la fois la majesté de la coupole et l'emplacement urbain. Alors, Sainte-Clotilde n'a pas été un chantier facile, pour des raisons tout d'abord financières. Je vous l'ai dit, on est à une époque compliquée pour le clergé et on est vraiment sur la voie de cette séparation entre l'Église et l'État et il n'est pas question d'avoir de financement du gouvernement pour la construction d'une telle église. Langenieux fait donc appel à l'appel de dons des paroissiens, dons qui ont bien sûr des limites et qui ont contraint économiquement la construction. De plus, Gosset rencontre dès le départ des problèmes techniques pour les fondations. Il se trouve que le terrain était beaucoup plus meuble que prévu et qu'il doit dépenser plus d'argent qu'il n'avait pensé pour les fondations. De ce fait, la Sainte-Clotilde est réellement une preuve du caractère économique de la construction à coupole. Du reste, c'est vraiment mis en avant dans toutes les revues d'architecture de l'époque. Alors, pour être économique, Gosset fait preuve d'une très grande simplicité. Il recourt donc à ce plan centré, inspiré de Constantinople, très très simple. Il recourt à un mode de couvrement simplissime. La coupole centrale, c'est une simple coupole de briques, comme on le faisait dans l'Antiquité. Seules les demi-coupoles latérales qui la soutiennent sont armées avec des fermes métalliques. Et c'est donc un système de construction extrêmement simple. La simplicité est également dans les matériaux. Il fait appel principalement aux matériaux de la région. La brique jaune de Saint-Limoges, la brique rouge de Rethel et puis des moellons qui viennent des villages des environs de Reims. Gosset souhaite également à Sainte-Clotilde montrer le caractère esthétique du système de la coupole et un des points que je ne vous ai pas évoqué tout à l'heure et qui pourtant sur lequel Gosset a beaucoup écrit, c'est la question du décor. Et justement, Gosset estime que la coupole est finalement le support le plus adéquat pour développer un programme iconographique cohérent. Et sur ces dessins, vous voyez le programme qu'il imagine pour Sainte-Clotilde, programme qui ne sera malheureusement pas réalisé pour des raisons financières. Enfin, pour donner à cette architecture une dimension symbolique, cette idée de mouvement ascensionnel symbolique, Gosset étire considérablement les formes. Et vous voyez bien quand on compare avec le modèle Sainte-Sophie, modèle réinterprété s'il en est, à quel point Sainte-Clotilde s'en distingue par l'élancement et l'étirement de ces volumes. Donc c'est le dernier point qui confère à ce système de la coupole une dimension spirituelle. Et pour terminer cette présentation de Sainte-Clotilde et de la pensée d'Alphonse Gosset, je voudrais dire que selon moi,
La pensée d'Alphonse Gosset est encore contemporaine. Son idée, suivant laquelle la coupole est un motif universel avec une très grande force symbolique et esthétique, eh bien, cette idée, elle est encore partagée par des architectes contemporains. J'en veux pour preuve un exemple parmi d'autres, celui du Louvre à Abu Dhabi, où Jean Nouvel a choisi la coupole, comme Gosset, parce qu'il s'agit du symbole de la synthèse entre l'Orient et l'Occident, qu'il s'agit d'une prouesse technique et qu'il s'agit aussi d'un motif esthétique et décoratif. Vous voyez ici que le décor est très important. Bien sûr, chez Nouvel, ce n'est plus un programme iconographique avec dessins comme chez Gosset, mais il joue de la lumière de la même façon que Gosset jouait avec les couleurs et les figures à l'intérieur de Sainte-Clotilde. Je vous remercie.